Good afternoon, everybody. Dear Yves Galère, and my name. Bonjour à tous, Diane Geller dans ma langue d'origine, l'irlandais. Merci beaucoup à ceux qui nous rejoignent également en ligne. Donc voilà, merci beaucoup de participer à cette session à l'occasion de laquelle nous allons examiner la question des obstacles à la participation des femmes à la vie démocratique. Et la session traitera dans son ensemble de l'établissement de la confiance et du renforcement de la démocratie. On ne peut pas instaurer la confiance ou renforcer la démocratie si on n'a que la moitié de la population, parce que si nous n'avons que 50% des votes et que le reste ne s'exprime pas. Alors voilà, où que vous soyez, merci beaucoup. Et puis je voudrais voir si vous avez regardé la photo des leaders de la COP27. Est-ce que vous avez compté les femmes? Est-ce que vous avez regardé de près où se trouvent les femmes, s'il y avait des femmes? Parce que je crois qu'il faut vraiment regarder de très très près. Et pour la G20, bon là aussi, on pourrait regarder les photos. Et je crois que malheureusement, lorsque nous voyons ces groupes, ces photos de groupe, en général, nous ne sommes pas représentés. Alors je ne vais pas vous dire qu'ici les Irlandais sont fantastiques. Nous n'avons que 22% de notre Parlement où il y a des femmes, mais nous avons par contre en Islande 50% de femmes. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors, ce n'est pas que les femmes qui sont dans les photos qui font les grands titres. Vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de femmes qui, de par le monde, ont fait les grands titres, des jeunes femmes, des femmes plus âgées, comme par exemple Greta ou Melala ou Masha. Qu'il s'agisse des questions d'environnement, d'éducation ou des droits de l'homme, les femmes ont vraiment été en première ligne. Les femmes en Ukraine également, qui ont vraiment fait preuve de beaucoup de dignité, de courage, et qui, lorsqu'ils peuvent emmener leurs enfants, essayent de trouver des havres de paix, ou les femmes en Afghanistan également, qui continuent à souffrir, les jeunes femmes également au Mali, dans les forces armées, celles qui essayent d'établir la paix. Et comme l'un des lauréats de la paix l'a dit, la paix ne vient que petit à petit, goutte par goutte. Donc ici, nous voulons nous assurer que cette voix, la voix des femmes, soit entendue au niveau de l'OCDE, par exemple par rapport au processus de paix en Irlande du Nord. Il y a une coalition, il y a des femmes, et bon, je crois que tous les processus établissent que nous devons avoir l'égalité, qu'il faut y avoir des femmes, mais ce n'est pas toujours très respecté dans les démocraties. Alors nous avons le programme de gouvernance de l'OCDE que nous avons examiné. Nous avons examiné les obstacles. Bon, on peut utiliser différents noms, pas seulement obstacles, barrières, etc. Mais en général, ce sont les mêmes. C'est les enfants, la culture, l'argent, la confiance, la participation des communautés. Et il y a les barrières à la participation politique, mais il y a de nouvelles barrières. Il y a les intimidations via Internet, les nouvelles technologies qui parfois sont synonymes de barrières et d'obstacles. Et je crois qu'on pourrait utiliser tout l'alphabet, puisqu'au début on a parlé des communautés, etc. Enfin, du moins en anglais, c'était les 3C. D, c'est désinformation. E, c'est désavantages économiques, toujours selon l'alphabet anglais. Donc nous avons ici un panel tout à fait fantastique et international aussi, et nous représentons différentes expériences, et c'est un honneur pour moi que de pouvoir compter sur votre participation. Et je vais vous dire en quelques mots qui est là. Vous avez la possibilité de consulter la biographie complète. Donc nous avons Madame Bjarni Benediktsson, ministre des Finances d'Islande, Madame Mayam Morsi qui nous rejoint en ligne et qui vient d'Égypte, Nicole Mans-Bazaoui des États-Unis qui s'occupe de tous les aspects économiques. Ensuite, Silvana Koch-Merin, des leaders politiques femmes, WPL. Nous avons Paulina Ibarra de la Fondation Multitudes et Lucina Di Macco de She Persisted. Donc voilà, nous avons la perspective politique, économique et autres
représentées ici. Alors, je m'en tiendrai là et nous allons poursuivre et nous allons traiter de deux questions essentiellement. Et bien entendu, il y aura du temps pour les participants de contribuer. Tout d'abord, il s'agit de comprendre les barrières à la participation des femmes à la vie publique. Donc là, il y a pas mal de points à mentionner. Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer par la ministre Bjarni Benediktsson parce que l'Islande compte l'une des parts les plus importantes, les quotas les plus importants de femmes au Parlement. Dans l'OCDE, vous avez 48% au niveau de votre Altingi et également 40% de postes ministériels, ce qui est vraiment énorme par rapport à pas mal d'entre nous. Donc peut-être que vous pourriez nous expliquer quels sont les facteurs de succès qui expliquent ces chiffres et qu'est-ce qui a été fait pour arriver à cet équilibre homme-femme dans le Parlement et au niveau du cabinet de votre pays. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors pour commencer, je voudrais dire que ça a été un long parcours. Il y a quelques années, nous avons fêté les 100 ans depuis que les femmes ont obtenu le droit de vote. Et cette année, au mois de juillet, nous avons fêté le 100e anniversaire depuis que la première femme est devenue parlementaire chez nous. Et en 1930, elle a dit que pour la première femme qui participait à la vie parlementaire, ça allait être extrêmement difficile. Mais à mesure qu'il y a eu de plus en plus de membres, c'est devenu moins difficile pour ces femmes d'être des femmes politiques au Parlement. Et depuis lors, nous avons vécu dans une société qui a des traditions démocratiques fortes. Nous avons eu également beaucoup de rôles modèles qui ont été très importantes. La première femme élue présidente au monde que nous avons eu également dans les années 80 des mouvements politiques féminins, ce qui a pu mettre en exergue les questions liées au genre. Et petit à petit, au travers d'un processus démocratique et au travers d'un dialogue au sein de la société, nous avons pu sensibiliser au sujet du besoin de la participation des femmes, pas seulement dans la vie politique, mais de manière générale au sein de la société. Et ceci a conduit à une société où nous avons la plus forte participation des femmes, donc en termes de main-d'œuvre, d'emploi, mais également la plus forte participation dans la vie politique pour l'instant, du moins en comparaison avec d'autres pays. Mais il faut dire très clairement les choses aussi. On considère qu'on n'est pas encore arrivé à un plein succès. Il y a encore pas mal de pain sur la planche. Et je crois que les traditions démocratiques fortes ont vraiment joué un rôle extrêmement important, de même que ces rôles modèles. Et les partis politiques également ont fait leur part du travail, ont voulu faire quelque chose par rapport à cela, que ce soit au travers de processus internes, donc par exemple la question des élections. Et bon, moi-même, j'ai fait l'effort que mon parti et mon groupe parlementaire comprennent qu'il était important que nous nommions de jeunes femmes en tant que leader, par exemple pour des postes ministériels, et ceci a été soutenu, a été accepté, et j'ai nommé par exemple 2 ministres parmi les plus jeunes, donc des femmes, ce sont parmi les plus jeunes de toute notre histoire. Et donc je crois que ça prend du temps, il faut avoir un dialogue démocratique très actif et puis bien entendu il faut aussi adopter les instruments législatifs nécessaires. Donc ça joue également un rôle important. Et l'un des points qui a été tout à fait fondamental par rapport à cela en Islande, donc c'est le processus juridique, c'est le congé de paternité, l'accès aux garderies pour les enfants, parce que nous avons des congés qui sont non transférables pour les 2 parents. Et ceci signifie donc que si l'un des 2 parents ne prend pas le congé de paternité, ce ne sera pas utilisé par l'époux, par l'épouse. Et donc finalement ça a été compris et les gens veulent utiliser ce droit. Et donc les pères participent et prennent ce congé de paternité. Alors je pourrais poursuivre et évoquer d'autres lois que nous avons adoptées, telles que la rémunération égale ou les lois sur le genre.
pour nous assurer que lorsque il y a une nomination qui se fait à tel ou tel poste, on tient compte de la question du genre et d'autres choses encore. Mais je crois que le congé de paternité, donc cette loi a vraiment été un pas fondamental et nous continuons à travailler en ce sens. Donc voilà, ce sont quelques points, donc des leaders forts, l'histoire démocratique très forte et puis le fait que nous avons des politiques qui ont décidé d'assumer les choses de manière active, de faire des choses et que nous avons adopté des législations très importantes. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre Benediktsson. Vous avez évoqué des points très importants pour nous tous et pas seulement pour l'Islande. Alors, je vais maintenant me tourner vers Maya en Égypte. Donc, Dr Maya Morsi, présidente du Conseil national des femmes en Égypte. Je suis très heureuse de vous voir. Alors, je crois que vous avez fait des progrès considérables au cours de ces dernières années, même depuis que nous avons été chez vous en tant qu'OCDE. Donc, à l'occasion des élections de 2020, il y a vraiment quelque chose de significatif pour les femmes parce que 27% de la Chambre des représentants et 13,3% du Sénat qui sont maintenant des femmes. Donc, pourriez-vous nous expliquer cette évolution et nous dire également quels sont les principaux défis auxquels vous êtes toujours confrontés dans la vie politique en Égypte? Oui, c'est un plaisir d'être avec vous. Malheureusement, je suis en Égypte pour la COP27 et je n'ai pas pu venir au Luxembourg, mais j'admire beaucoup ce que vous avez dit et je ne vais pas me lancer, moi, dans l'alphabet pour parler des défis et des différents obstacles auxquels nous sommes confrontés en tant que femmes dans la vie politique, de même que dans les sphères de décision politique en Égypte. Sur la base de la Constitution, nous devons avoir 25% de femmes au Parlement, donc c'est la Constitution qui l'affirme, et les femmes ont un quota de représentation même plus important. On arrive jusqu'à 28% pour le Parlement et 14% au niveau du Sénat. Alors, lorsqu'il s'agit d'aller plus loin, de casser les murs et de faire plus encore que ce qui a été décidé sur le plan politique, c'est traiter de positions telles que les gouverneurs, la sécurité nationale, les banques centrales, etc. Donc, avoir des femmes qui soient au poste de décideurs. Mais le grand défi que nous connaissons encore en tant que femmes, c'est la perception des communautés et en particulier dans les processus de décision et dans les parlements. Et l'interprète est désolé, mais malheureusement la qualité du son est très mauvaise et donc nous ne pouvons pas tout entendre. Donc nous avons les rôles modèles également qui sont importants, mais en Égypte nous essayons d'avoir une approche holistique. Et donc, nous devons, par exemple, tenir compte de ce qui se passe dans le cyberespace, les discours de haine, par exemple. Et l'UIP aussi a traité de cette question. Nous avons... en fait, il a été reconnu que 3 fois plus de femmes risquent de faire l'objet d'intimidation, de harcèlement via Twitter, via Facebook, etc. Et donc ça, c'est un phénomène mondial. Et donc, il faut vraiment lutter contre la violence à l'égard des femmes qui entrent dans la sphère politique. Et assurer que les femmes ne soient pas exclues de la vie politique. Certains disent elles doivent être exclues. Certains disent elles ne peuvent pas faire partie de la vie publique ou de la vie politique. Et je me souviens qu'en 2011, il était dit à ce moment-là que c'était le cyberespace qui serait un espace de sécurité pour les femmes dans la vie politique. Mais en fait, les réseaux sociaux, les plateformes n'opèrent pas de contrôle. Il n'y a pas le même pouvoir qu'un gouvernement ou un bras législatif pourrait avoir. Et nous avons perdu l'intervenante, malheureusement.
Oui, malheureusement, je ne sais pas si vous entendez Maya, mais il semble que son image et son son soient gelés. Nous allons poursuivre. Oui, m'entendez-vous à nouveau? Oui, nous vous entendons, mais nous ne pouvons pas vous voir. Éventuellement, vous pouvez terminer votre intervention si vous le souhaitez. Oui, on vous revoilà. Oui, les réseaux sociaux et les plateformes ont une responsabilité intermédiaire et doivent protéger les femmes à l'égard de la diffamation, des abus, les crimes de haine, etc. Parce qu'il y a des femmes qui font l'objet de telles choses et je pense qu'il faut résister à tout cela. Et lorsqu'il y a des intimidations via le cyberespace, il faut qu'il y ait des règles qui soient appliquées. Et donc, très souvent, les gens s'attendent à ce qu'une femme fasse un faux pas, elle échoue, etc. Et elle devient à ce moment-là directement le centre de l'attention. Donc, pour nous, il y a un risque accru d'être la cible de certaines actions criminelles. Lorsqu'on devient une femme politique, il y a des intimidations, discriminations, des discours de haine, etc. Ou même lorsque vous menez à bien des activités de lobbying. Donc, les crimes dans le cyberespace facilite parfois la vie des auteurs parce qu'il y a l'anonymat. Donc eux sont protégés, mais moi je ne suis pas protégée. Eux sont protégés par l'anonymat, mais pas moi. Et en même temps, ils ont le sentiment de bénéficier d'une très forte impunité. Donc il faut que les réseaux sociaux soient pris en compte, en particulier lorsqu'il s'agit de la vie publique des femmes et des femmes qui interviennent dans la sphère des décisions. Et donc il y a des lois internationales, mais il n'y a pas une seule convention ou un seul cadre international qui nous protège dans ce cyberespace. Donc les réseaux sociaux doivent être considérés comme étant une menace s'il n'y a pas suffisamment de mesures qui sont là pour protéger les femmes. Merci beaucoup, Maya. Oui, merci. Donc, les femmes dans la vie politique devraient être protégées de ces espaces dangereux et s'il y a des conventions sur la cybercriminalité, je crois qu'il faudrait ajouter quelque chose de spécifique sur la protection des femmes. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en cours de préparation et à nouveau nous avons perdu l'intervenante. Oui, merci beaucoup. Je crois que nous avons compris l'essentiel de votre message, les discours de haine, etc. Et nous espérons que vous allez pouvoir vous reconnecter par la suite. Voilà, donc nous allons poursuivre, si vous le voulez bien. Nous allons passer à quelque chose de tout à fait différent, mais qui est également très important, en donnant la parole à Nicole, qui est conseillère pour la réforme politique. Donc, elle est représentante des États-Unis. Donc, Nicole, la participation des femmes souffre de certains obstacles, il y a certains défis, le problème de conciliation vie familiale, vie professionnelle, tout un ensemble de barrières, d'obstacles qui sont connus dans les différents pays. Alors, je me demandais, sur le plan économique, comment est-ce que les investissements dans les garderies, par exemple, peuvent contribuer à éliminer ce type d'obstacles? Oui, merci beaucoup à l'OCDE de traiter de ce genre de questions qui est fondamentalement importante. Alors, comme nous le savons toutes et tous, aucun pays n'est arrivé à l'égalité homme-femme, même chez moi, du moins pas encore, on y travaille. Et lors de la 55e commission des femmes, la vice-présidente Harris, madame la vice-présidente, a fait un bon résumé des problèmes dont nous discutons ici aujourd'hui lorsqu'elle a dit la situation des femmes, c'est le statut de la démocratie. Et je crois que c'est très important de vraiment s'imprégner de cela dans cette situation. Et la pandémie de la Covid, comme nous le savons, a vraiment eu un impact spécifique sur les femmes et les jeunes femmes. Les femmes ont été appelées pour s'occuper des soins dans les maisons, par exemple, pour les enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école. Elles ont dû s'occuper des malades,
des personnes handicapées, des personnes âgées dans les familles. Essentiellement, ce sont les jeunes filles, les femmes qui s'en sont occupées. Les femmes ont dû arrêter de travailler très souvent et nous savons quels sont les défis, le fait qu'il n'y a pas de mesures pour assurer que les femmes puissent participer de manière égale, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la vie professionnelle ou même à la vie politique. Alors, nous avons identifié le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? En juin dernier, le président Biden a annoncé qu'il y aurait des investissements sous le nom de COPIJAI. Donc, il s'agit d'identifier le besoin d'un partenariat au niveau du gouvernement, du secteur privé et de la société pour traiter des éléments fondamentaux de notre économie. C'est une initiative qui a défini 40 secteurs prioritaires: la santé, la technologie, le climat, l'énergie et l'égalité du genre. Et il y a un exemple où nous avons cette initiative, par exemple, avec un investissement dans les services de garderie pour les enfants. Et c'est très important, en effet, pour assurer l'autonomisation des femmes, leur sécurité économique et leur participation politique. Et nous allons continuer à travailler sur des infrastructures de ce genre dans le monde. Et ceci demandera de mener à bien également des réformes politiques, de réaliser des activités de plaidoyer. Et il faudra également répartir le travail. Il faudra rémunérer le travail de garderie des enfants, améliorer les infrastructures de garderie, donc garderie pour enfants, améliorer les droits du travail et également accroître la représentation des femmes. Ce sont des investissements qui sont importants pour promouvoir une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, parce que c'est vraiment la base de la stabilité, de la sécurité, de la démocratie dans le monde. Nous travaillons également pour avoir plus de données sur les impacts positifs des programmes sur la conciliation vie professionnelle, vie familiale, les programmes qui assurent une plus grande flexibilité. Nous pourrons ainsi alimenter les processus de prise de décision. L'égalité homme-femme et une participation pleine de sens des femmes et des jeunes filles est quelque chose d'essentiel pour assurer la santé des démocraties et pour promouvoir également cette démocratie. Il faut que l'on travaille en coopération avec les femmes, avec les jeunes filles, tenant compte de leur diversité, leur permettre de pouvoir s'exprimer, d'assurer leurs droits et de leur permettre de participer au processus de prise de décision, de même qu'à la vie politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez parlé de garderie, de soins, de santé, de stratégie par rapport à cela. Il y a les soins pour les personnes âgées et pas uniquement pour les enfants, parce que très souvent, ce sont les femmes qui s'occupent tant des enfants que des personnes âgées. Oui, effectivement. Et en fait, nous avons une étude spécifique que nous avons demandée sur les besoins en matière de soins pour les personnes âgées, parce qu'on ne parle pas uniquement des soins aux enfants. Il y a une population vieillissante dans pas mal de pays également. Et ce sont les femmes qui très souvent s'en occupe de ces personnes âgées, oui. Voilà, merci beaucoup d'avoir abordé ces différentes perspectives. Je vais maintenant donner la parole à Silvana, qui a beaucoup d'expérience. Elle est membre du Parlement européen, elle a été vice-présidente pendant pas mal de temps et elle est également responsable du WPL, Women Political Leaders. Et donc, vous avez traité de la question de représentation des femmes. Alors, est-ce que je peux vous demander, à vous aussi, quels sont les principaux obstacles aux positions de leader pour les femmes au niveau des postes qui sont des postes élus et au niveau des partis politiques? Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. C'est une question extrêmement importante pour nous, bien entendu. Nous savons qu'il n'y a quasi aucun pays dans le monde qui dise aux femmes qu'il n'est pas possible de se présenter comme candidate. Mais après, si nous voyons ce qu'il en est la situation des femmes, 93% des présidents, vice-présidents sont des femmes. Nous avons également un pourcentage phénoménal d'hommes qui sont parlementaires. Alors, on célèbre toujours lorsqu'il y a une femme qui devient présidente ou parlementaire, et je crois qu'on pourrait facilement faire une liste où actuellement il y a une femme qui est Premier ministre, par exemple. La liste sera courte et cela illustre le problème. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être la première présidente, c'est de savoir également ce qui se passe avec la deuxième ou la troisième qui devient présidente ou Premier ministre. Et ce sont des étapes importantes, bien entendu, mais il faut également se rendre compte qu'il y a également des blocages considérables, et c'est là le défi. Et
lorsqu'on parle de confiance dans les démocraties et de la façon de rétablir cette confiance, en fait, la confiance, c'est une émotion. C'est quelque chose qui est difficile à mesurer. En qui pouvons-nous faire confiance pour devenir nos leaders? En qui faisons-nous confiance pour prendre les bonnes décisions en notre nom? Beaucoup de femmes qui sont des leaders ont leur petite histoire personnelle. Elles ont été marginalisées, elles ont fait l'objet de critiques sexistes, etc., avant d'arriver à ce poste. Et il y a 5 ans, lorsque nous avons lancé ce système de mesure des stéréotypes chez nous, on a demandé: qu'est-ce qui vous a mené à devenir leader politique? Quels sont les préjudices à l'égard des hommes ou des femmes pour occuper des postes de leader? Pas seulement dans le secteur politique, dans 23 secteurs. Et donc, il y a différents pays qui ont été couverts, dont par exemple l'Islande. L'Islande, bien entendu, c'est le champion, il mérite nos applaudissements, mais dans tous les pays, la confiance envers les femmes en tant que leader politique est moindre en comparaison avec la confiance placée dans les hommes. Et c'est quelque part opposé à la qualité des décisions politiques qui sont prises, parce que nous savons tous quelle est la situation du monde et nous savons qu'il faudra avoir parfois de nouveaux leaders. Alors, il n'y a pas eu véritablement de progrès au cours de ces dernières années, ce qui montre que les stéréotypes sont toujours là, sont vraiment bien ancrés et qu'il faudra travailler donc avec beaucoup d'assiduité pour les éliminer. Et puis dans la plupart des pays, en général, il y a des préjugés plus importants à l'égard des femmes qu'à l'égard des hommes lorsqu'il s'agit de postes politiques. Et en fait, les femmes entre elles se soutiennent aussi. Il y a certains qui disent, bon, peu importe que tu sois un homme, une femme, ce qui est important, c'est d'avoir les aptitudes. Mais il y a plus de 90 femmes qui ont été consultées qui disent: pour moi, il n'y a pas de problème d'avoir une femme leader, et plus de la moitié des hommes ont indiqué qu'il n'y aurait pas de souci pour eux. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Eh bien, je crois qu'il est tout à fait essentiel que l'on ait des rôles modèles bien visibles. C'est très important dans le monde de la représentation politique d'avoir différents types de personnalités et que les personnes puissent s'adresser à différents groupes pour que quelque part on tombe dans une normalité et qu'on ait une taille H ou une taille A, peu importe. Et que cette normalité s'applique de la même façon aux hommes, qu'il n'y ait pas de différenciation. Et il faut voir également de quoi nous parlons lorsqu'on parle des femmes. Parce que dans notre indice, les États-Unis, en fait, étaient assez bien classés. Mais au cours de cette dernière année, il y a une chute au niveau de la perception du fait que les femmes pourraient convenir à des tâches politiques. Et ceci, c'est parce qu'il y a eu des discussions sur l'utérus de la femme, donc la capacité qu'ont les femmes à discuter de faire quelque chose de leur propre vie. Alors si on remet en question le fait qu'une femme puisse une décision par rapport à son propre corps, alors bon, ça suscite quand même certaines questions par rapport à la décision que ces femmes peuvent prendre par rapport au reste de la société. Mais bon, voilà, les rôles modèles sont importants. Et puis finalement, l'Islande vraiment est en première ligne et ouvre la voie par rapport au fait que les questions de femmes, ce sont des questions de société, comme par exemple avec le congé de paternité. Et puis, il y a également le fait que le portefeuille du Premier ministre comporte cette question du genre, et toutes les politiques tiennent en compte la question du genre, comme cela se fait également en Espagne, et ceci est très important, et cela a été noté dans le rapport, de même que dans la mesure des perceptions que nous avons réalisées. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvana. Je pense que vous avez trouvé une fan pour l'Islande. Oui, je vais passer maintenant à Paulina. Paulina est directrice exécutive de Fondation Multitude
à la Fondation Multitude. Je voulais vous poser une question sur l'étendue et l'expansion de la mésinformation et de la désinformation par rapport au processus démocratique et comment cela touche-t-il les femmes en particulier. Merci. Merci. Merci à l'OCDE de m'avoir invité à être présente parmi vous aujourd'hui. C'est une information basée sur la violence de genre et on l'oublie très souvent, ce qui touche à la participation des femmes à la politique. Ce qui l'empêche de participer à certains groupes démocratiques. Les femmes et les jeunes sont exposés en permanence à l'examen public. Comment est-ce que cela a un effet sur les femmes et les jeunes filles? Au contraire des hommes, on doit vraiment lutter pour garder notre place dans la vie publique. La participation à la vie politique et autres, notre capacité doit être renforcée. Nos croyances, nos stéréotypes, etc. sont tous érigés contre les femmes. Il y a une différence dont la mésinformation et les désinformations touchent les femmes et les hommes. Touchent les femmes et les hommes. Ils touchent notre caractère en tant que tel et ces modèles sont encore plus prononcés pour les femmes de religion, de groupes minoritaires, ethniques et autres. Les mouvements de désinformation menés par des grands groupes internationaux touchent les femmes qui occupent des positions très élevées dans la société. Avec la vice-présidente Harris pendant l'élection de 2020, Elizabeth Colón, l'ancienne présidente de la Constitution au Chili, elle a été accusée même de ne pas être africaine-américaine. Alors, sous le régime de Pinochet, après un événement constitutionnel. Dans les recherches multiples qui ont été menées par la Fondation Multiplex, nous nous concentrons sur la participation des femmes à la vie politique. L'année dernière, la Convention a répondu à notre enquête sur cette information avec des résultats étonnants. 94% des femmes parlementaires et 62 membres de la réforme constitutionnelle ont dit qu'elles avaient été victimes de désinformation. C'est une sorte de violence politique. Les femmes ont souffert de plus d'informations à l'information dans leur travail quotidien, 67% par rapport à 47% des femmes et quasi toutes ont normalisé leur relation entre la politique et la violence. On a également découvert que 67% de ces campagnes d'information ont été dirigées vers les femmes et 23% vers les hommes. 39% des membres touchés étaient des représentants de la population indigène. Dans notre rapport, nous avons découvert que certaines femmes ont été 5 fois plus susceptibles d'être victimes de cette désinformation. Et pour comprendre l'impact des femmes parmi les activistes chiliennes, 56% de ces femmes ont dit qu'elles étaient potentiellement susceptibles d'être sujets de cette violence et qu'on les encourageait à se retirer de la politique. Alors finalement, pendant le processus électronique, on voit que les processus électroniques diffusent des informations volontairement fausses qui humilient et harcèlent les femmes pour les forcer à quitter la vie politique ou qui touchent gravement leurs préférences au moment du vote. Et malheureusement, c'est tout particulièrement vrai dans le Grand Sud. Merci beaucoup. Très utile d'entendre cette recherche qui soutienne les événements de la vie publique. Bien, c'est l'importance de ces statistiques. Les nouveaux élus membres du Parlement dans ma région a été sujette à des vidéos sexuelles qui étaient postées sur Internet, ces images ont été utilisées sur un site Internet. Ils ont arrêté celui qui a fait cela et elle a eu le courage d'aller au tribunal pour donner ses preuves et pour dire à quel point cela l'avait touchée. Et je pense que beaucoup de femmes n'auraient pas ce courage.
Donc ça coûte vraiment beaucoup d'efforts de se défendre. Alors ce qui nous mène directement à l'intervention de Lucina, qui est notre experte en beaucoup de domaines. Elle parle de technologies numériques, de la cyberviolence. Pouvez-vous nous dire comment cela peut retenir les femmes? Donc ce discours en ligne de haine. Merci beaucoup. J'ai cofondé She Persisted il y a 2 ans parce que j'en avais vraiment marre d'entendre des histoires qui se répétaient comme celles que vous venez de nous partager. J'ai interviewé des milliers de femmes dans le monde entier et j'ai toujours entendu qu'elles étaient sujettes à des menaces en ligne, des campagnes de désinformation en ligne, hautement motivées politiquement parlant, ce qui les rendait incapables d'assurer une vie politique, une position dans la vie politique. Après avoir parlé avec tellement de millions de femmes dans le monde entier, j'ai compris à quel point les médias numériques parlent de ces menaces, parce qu'ils sont vraiment préoccupés par la façon dont ces images postées en ligne pouvaient être utilisées contre elles ou auraient pu être inventées contre elles. Les gens inventent des histoires fausses contre ces femmes qui souhaitent faire de la politique. Donc on a cité ces sources d'informations et maintenant nous sommes en mesure de publier une autre recherche en profondeur du modus operandi de ces informations en provenance d'Italie, de la Hongrie, de l'Indonésie, de la Tunisie. Et on peut en retirer 5 leçons. Tout d'abord, la désinformation sur le genre, donc ces fausses histoires, ces fausses images, pénètrent tous les pays. Elles sont vraiment motivées par des motifs politiques et elles ont un impact très important sur la façon dont les femmes se voient ou agissent en politique et sur leur famille. Deuxièmement, très souvent, on voit que ces campagnes de désinformation sont une alerte précoce de 2 autres mécanismes. Les autres dynamiques sont la dissipation des droits des femmes et la destruction des institutions démocratiques par des leaders autoritaires, parce que nous savons que les femmes sont au devant de la lutte pour les droits humains et les démocraties ou autres pays rendent tout cela silencieux, on n'en parle pas. Cela permet de saper l'opposition. Je dirais que les femmes sont vraiment le porte-parole de la démocratie. Dans ce contexte, on voit que la désinformation sur le genre est utilisée comme une tactique par certains pays pour exercer une influence étrangère dans différentes élections. Et on a vu que certains pays en particulier sont actifs dans ce domaine. Troisième leçon qu'on peut en tirer, les femmes d'origine vulnérable sont plus ciblées, les femmes noires, les femmes qui viennent de minorités sexuelles ou religieuses sont ciblées. Et c'est vraiment vicieux et cela rend la tâche très difficile à des femmes de leur même groupe de devenir numéro 2 ou numéro 3, comme Sylvana le disait. Donc c'est vraiment un mur devant lequel elles se trouvent. Une autre leçon que l'on pourrait en tirer, et c'est une leçon très importante, c'est que les plateformes de médias, de réseaux sociaux ont un rôle très important à jouer dans ce status quo. En fait, ce n'est pas par hasard si tout cela se passe, parce qu'il y a des algorithmes qui rendent prioritaires certains événements, peu importe que ce soit vicieux, pervers ou autre. Ce sont des choses qui concernent la sécurité, la cohésion sociale, etc. Et alors, il y a beaucoup de choses à faire, mais je laisse cette réponse pour si vous avez d'autres questions à me poser. Merci beaucoup. Dans mon expérience, il me semble que écrire tout cela dans le passé, c'est juste une extension de ce qui s'est passé pour les femmes dans le passé. Alors, la police, quand j'étais ministre du cabinet,
et j'étais harcelée. Comment j'ai fait pour m'en débarrasser? Je suis entrée en contact avec sa maman et ça a marché. Parce que la police est intervenue, mais ça ne marchait pas. Bon, c'est pas drôle, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et les médias ont joué aussi leur rôle là-dedans, ce qui m'amène à la deuxième question. On a besoin d'une action du gouvernement, on a besoin de l'engagement de la société civile, des médias, pour traiter tous ces points dont on vient de parler ici. Alors, je voulais également en parler pendant les 10 minutes qui nous restent. Donc, je vous demande d'être bref. Je vais vous présenter. Alors, Sylvana, soyons pratiques. Quelles sont les mesures efficaces qui ont vraiment fonctionné dans votre expérience? Alors, on parle des pays de l'OCDE, essentiellement. Alors, si l'on repense, si l'on reformule la politique des partis, cette politique définit généralement les partis et ce sont vraiment des boutiques fermées. Il faut ouvrir les portes bien larges et s'engager, engager ou impliquer les femmes de façon très active, proactive. Trudeau l'a fait au Canada, Macron l'a fait en France. Alors, faire des exercices de mise à l'échelle et de savoir qui sont les dirigeants, qui sont les leaders dans les questions environnementales, dans les questions liées à l'éducation, là où on trouverait typiquement des femmes qui veulent prendre certaines responsabilités, assumer la responsabilité de ce qui se passe dans leur communauté et les inviter à devenir candidates. Et donc pas attendre que les femmes viennent, mais aller vers elles et s'approcher d'elles de façon proactive et les ouvrir aux partis politiques. On a eu très souvent des discussions dans nos conférences sur les partis politiques. Sont-ils alliés ou sont-ils ennemis pour les femmes? Et la tendance, c'est qu'on ne les voit pas nécessairement comme des alliés. Donc il faudrait vraiment faire tomber ces cloisons dans la politique de parti. Ça, c'est un élément très important. Et il y a un deuxième élément un peu plus court, c'est qu'il faudrait avoir des discussions ouvertes sur le fait que les femmes pourraient partager leurs expériences, pas seulement à d'autres femmes, mais de façon publique, ouverte, et que les hommes également soient le fer de proue de leur lutte et disent que oui, cela, il faut changer tout cela. Et savoir s'il s'agit de sexisme ou d'un discours insultant, etc. Donc, que l'on étudie ce problème de façon ouverte. Je pense que cela pourrait marcher. Merci. Merci, Sylvana. Alors, partager l'expérience avec les femmes, c'est très bien, mais il n'y a pas besoin... Des invitations aussi sont très positives. Lucina, vous nous avez dit que vous vouliez partager autre chose encore avec nous. Oui. Alors, par rapport à la désinformation sur les genres, ça fait du tort aux femmes en politique. Les réglementations, les politiques, les normes numériques sont fondamentales. On ne va pas se débarrasser de ce problème seulement en parlant de culture numérique. Le problème s'avance beaucoup plus rapidement que cela. Il faut travailler sur les normes qui tiennent les plateformes pour responsables de ce qu'elles font, qu'elles soient responsables du mal qu'elles font. Donc on doit envisager la transparence de ces plateformes et leur responsabilité. Ces deux principes sont fondamentaux. Si l'on veut continuer à garantir la liberté d'expression pour les femmes, les minorités ethniques et pour tous ceux qui se sentent de plus en plus menacés en ligne et qui se sentent incapables de parler en ligne, les pays démocratiques ont un rôle de plus en plus important à jouer dans la législation, la formation de la législation qui tienne ces responsables pour coupables. Merci beaucoup, Lucina. Alors, Paulina a parlé de plateformes. Qu'est-ce que la société civile et les gouvernements peuvent faire pour contrecarrer ces informations? Je suis tout à fait d'accord avec Lucina. Ce dont on a besoin, c'est d'une approche réaliste des structures d'information, de systèmes socioculturels
Ces stratégies devraient avoir un effet de dissuasion et donner la priorité aux politiques qui se concentrent sur les approches politiques. Les gouvernements ne peuvent pas être éloignés, ne peuvent pas non plus ignorer le rôle des médias sociaux. On a besoin d'une approche multidimensionnelle pour ensemble résoudre ce problème, renforcer les capacités, renforcer l'éducation. Ceci dit, il est très important que les gouvernements reconnaissent le besoin de protéger les femmes, de passer sur les médias sociaux sans violence. Une bonne pratique, c'est que l'ancien projet de constitution du Chili dit que tout le monde a le droit de participer à l'espace numérique libre, sans violence. Il faudra donc développer des actions de réparation pour garantir ce droit et cette protection spéciale aux femmes, aux jeunes filles, jeunes hommes et aux citoyens. À partir de cette reconnaissance, il faudrait mettre sur pied une législation pour mettre sur pied d'autres législations, d'autres politiques. Je voudrais mentionner l'exemple des femmes péruviennes et boliviennes où une politique a été mise sur pied pour éviter la discrimination des femmes. C'est une définition très importante dont on a besoin pour aller de l'avant. Alors, autre chose, la réglementation des plateformes sociales. Par exemple, l'acte numérique qui établit des obligations à respecter sur Internet. Il faut que cette plateforme en ligne mette sur pied un mécanisme de plainte en ligne au cas où des plaintes seraient à adresser. On voit que dans plusieurs secteurs liés aux médias sociaux, je voudrais mentionner tout particulièrement le manque d'engagement pour gérer ce type de désinformation au niveau des entreprises et de savoir comment les gouvernements pourraient entrer en discussion avec les médias sociaux. Qui fixe cet ordre du jour de façon en interne? Qui décide qui a été consulté ou impliqué? Et ainsi que la participation du Grand Sud. Le problème des plateformes qui n'investissent pas pour améliorer la culture digitale et enfin demander que les entreprises aient un IPI ouvert pour les entrepreneurs et pour les sociétés pour trouver une solution à ces problèmes de violence. Donc ouvrir le dialogue, particulièrement avec les plateformes de réseaux sociaux. Merci beaucoup. I'm so glad all of that is being recorded because you managed to throw so much. Bon, vous avez parlé de beaucoup de choses en même temps. Heureusement, on a enregistré. On pourra reparler de cela plus tard. Alors nous, on se concentre sur l'OCDE, les pays de l'OCDE. Évidemment, on pourrait parler de l'Afghanistan, de l'Éthiopie ou d'autres pays. Comment est-ce que la communauté de genre de l'OCDE travaille pour pouvoir réduire toutes ces brèches? Thank you for that question. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que la question de l'inclusivité et le besoin de remédier à ces lacunes, c'est quelque chose de très important. Comme vous le savez, les États-Unis ont considéré que la diversité et l'inclusion sont des priorités pour toutes les sphères de la société, dont l'économie, la vie politique et publique, donc vraiment toutes les sphères. Et en fait, en juin de l'année passée, en 2021, notre président a adopté un décret pour promouvoir la diversité, l'inclusivité dans toutes les sphères du gouvernement, ce qui est vraiment très important. C'est notre employeur en fait. Et également donner la priorité aux efforts pour intensifier les efforts pour remédier aux lacunes, pour assurer que l'égalité au niveau des fonctionnaires, de l'emploi, etc. soit améliorée. Et donc il s'agit d'une question tellement importante que notre stratégie nationale en matière d'égalité et d'inégalité a décidé d'adopter une approche intersectionnelle qui traite de la discrimination intersectionnelle et des préjugés qui se basent sur la race, le genre et d'autres facteurs dont l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou l'expression sexuelle, les caractéristiques du sexe, l'ethnicité, l'âge et le statut socio-économique. Donc une fois de plus, nous posons la question de savoir que pouvons-nous faire.
La communauté de l'OCDE a travaillé pour remédier à ces lacunes en améliorant le recueil de données pour avoir des données qui soient désagrégées, ce qui permet de mesurer l'impact des politiques. Il faut avoir des données sur la violence liée au genre, et, par exemple le harcèlement et les abus sur les plateformes, ce qui empêche parfois la participation des femmes. Et essentiellement, on ne peut pas parler de la pleine participation des femmes dans la vie politique ou du progrès de la démocratie si les femmes et les jeunes filles sont la cible de harcèlement ou de campagnes de désinformation. Et il est très important que la participation des femmes soit mise en première ligne, et nous devons que les technologies facilitent tout ce travail. Et l'OCDE peut également mettre au point des indicateurs pour pouvoir mesurer les progrès, pour mieux comprendre l'impact des initiatives des gouvernements et pour soutenir des analyses comparatives pour renforcer la mise en œuvre des recommandations de l'OCDE. Et il est également possible d'établir une plateforme en ligne qui serait un instrument qui permettrait de recueillir, de catégoriser, d'analyser et de partager des bonnes pratiques sur l'inclusivité, l'égalité du genre et le mainstreaming du genre. Et donc, c'est vraiment un point de contact, une sorte de hub qui permettrait de se coordonner entre institutions publiques pour promouvoir le mainstreaming et émettre des recommandations pour les politiques et les différents plans. Et comme nous l'avons entendu aujourd'hui, nous savons que l'OCDE pourrait faire ce qu'il fait de mieux, à savoir inviter des experts, comme ceci est repris dans la déclaration de 2022, avec un forum sur l'inclusivité, la résilience économique, la résilience fondée sur le genre, ce qui permettrait d'améliorer le travail réalisé dans ce domaine. Nous devons redoubler d'efforts pour assurer la représentation des femmes dans le monde politique. Nous devons plus que jamais avoir du leadership, une créativité qui vient des femmes et des jeunes filles pour catalyser le changement. Et je crois que nous avons un rôle important à jouer sur ce plan. Merci beaucoup pour tous ces éléments pratiques. Je crois que les CDE prêtent une oreille attentive à tout ce qui a été dit. Et bien entendu, nous sommes dans une position tout à fait unique, comme vous l'avez dit, pour avoir une stratégie fondée sur le genre. Et l'OCDE traite de la transition verte, d'aspects économiques, de la démocratie, du monde numérique, etc. Donc ce sont différents silos où nous pouvons intervenir, mais nous pouvons tous les combiner. Et je crois que de la sorte, il est possible de jouer un rôle tout à fait important dans les progrès relatifs à la participation de la femme. Et nous espérons que nous aurons également une stratégie relative au genre au niveau de l'OCDE. Alors, je voudrais revenir à Maya et à l'Égypte. Merci beaucoup d'être restés avec nous. Dans vos premiers commentaires, vous avez parlé de toute la question des abus en ligne. Est-ce que je pourrais vous demander brièvement de nous dire quels sont les autres problèmes qui, selon vous, devraient être abordés sur le plan national et international? Qu'est-ce que les leaders sur ce plan peuvent faire pour accroître l'autonomisation des femmes dans la vie politique? Il y a des stéréotypes par rapport à cela également. Merci. Oui, merci beaucoup. J'étais très contente d'entendre tous les commentaires en ce qui concerne les intimidations dans le cyberespace, etc. Et mon expérience, c'est que ceci n'affecte pas uniquement les femmes qui occupent des postes importants, mais également l'ensemble de la famille. On peut avoir beaucoup de législation, on peut avoir des femmes partout, on peut essayer de se dépasser, mais le problème, c'est la perception sur le terrain. Et un seul tweet peut vraiment avoir un effet destructeur sur la vie politique. Et j'ai entendu quelqu'un qui parlait de son propre enfant et le fait que la maman, en tant que rôle modèle, soit détruite. Et ce que je voudrais suggérer par rapport à cela, à l'ensemble de la famille de l'OCDE, c'est que, et l'intervenante à nouveau se trouve gelée à l'écran malheureusement, je pense que il est important que l'OCDE défende ce type de programme, et c'est le moment ou jamais, et c'est le public qui est concerné. Ce que nous devons viser, c'est, et malheureusement l'intervenant disparaît à nouveau,
il faut que les plateformes aient des règles, il y a des codes éthiques, mais il faut se rendre compte que si un représentant politique est attaqué ou sa famille est attaquée, parfois il n'y a rien qui est fait, alors que d'autres commentaires peuvent être facilement enlevés ou supprimés d'une plateforme ou de Twitter. Donc je crois que on peut faire des commentaires sur une politique, sur une stratégie. On peut m'attaquer moi, par exemple, dans le domaine dans lequel je travaille, mais il ne faut pas s'attaquer à ma famille, par exemple, parce que ça, c'est ma vie privée, c'est ma vie personnelle. Et il ne faut pas que ma famille soit utilisée sur les plateformes. Et donc, je crois qu'il faut avoir une influence sur la Convention internationale qui est en cours d'élaboration pour l'instant et demander une politique pour tous les réseaux sociaux, pour les plateformes et disposer ainsi de réglementations qui permettent de protéger les leaders, les parlementaires, femmes leaders sur les réseaux sociaux. Et tenir compte en particulier des familles de ces femmes. En tant que membre de l'opposition ou d'un parti politique, par exemple, je peux accepter que l'on m'attaque moi, mais que l'on ne m'attaque pas moi comme femme ou que l'on n'attaque pas ma famille. Merci beaucoup. Ce message est effectivement très important, il ne faut pas l'oublier. Alors, nous avons entendu au début des commentaires sur les rôles modèles, la législation adoptée en Islande, etc. Et je crois que vous avez rencontré des difficultés probablement. Et maintenant, il faut continuer les progrès. Là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon de tout ce qui s'est passé chez vous? Oui, effectivement, il faut que nous continuions notre travail. Et comme je l'ai dit auparavant, nous considérons que nous n'avons pas encore tout réussi. Nous définissons maintenant nos priorités. Nous avons des accords de coalition, comme cela a déjà été mentionné. Et Sylvana l'a dit aussi, ce sont des questions qui sont importantes pour notre Premier ministre. Alors, ce qui a été très utile dernièrement, et on a beaucoup travaillé sur cette question, c'est les statistiques. Il faut effectivement disposer de chiffres de meilleure qualité. Et vous pouvez voir icelandincome.is, qui est en fait un site qui reprend tous les chiffres relatifs aux impôts, donc les déclarations d'impôts, depuis 1991. Et il y a une ventilation par genre, etc. Et il y a une dimension genre sur ce site web. C'est disponible en anglais également. Et puis il y a également le bureau de statistiques d'Islande qui permet d'avoir des informations sur l'écart salarial. Et nous travaillons d'ailleurs en étroite coopération avec le marché de l'emploi. Et nous cherchons également à travailler plus encore sur la question de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Nous essayons de raccourcir l'horaire hebdomadaire, par exemple. Dans le secteur de la santé, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui travaillent proportionnellement en comparaison avec les hommes et donc le travail par équipe dans ce domaine crée des problèmes au niveau de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Et puis nous avons également la question des budgets, le mainstreaming également, ça a déjà été mentionné. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle proposition de loi qui est soumise, si cela va conduire à plus de dépenses, nous examinons la façon dont ces nouvelles dépenses vont affecter la question du genre. Et puis, bien entendu, il faut renforcer l'éducation à tous les niveaux. C'est vraiment tout à fait fondamental chaque fois que l'on souhaite faire quelque chose. Et dernièrement, ce que nous avons observé, et là où nous avons bien progressé, c'est ce qui concerne la loi de 2010 sur la représentation égale dans les entreprises privées. Et donc, finalement, nous observons certains changements dans ce domaine.
Et une fois que l'on est arrivé à certains objectifs de départ, il faut malgré tout continuer et puis il faut s'adapter à ce que la société demande encore. Donc quelque part, il faut être assez souple pour pouvoir le faire. Et moi, ce que j'aime faire, c'est me pencher sur les chiffres, sur les statistiques et assurer au travers de mes efforts que l'on peut être sûr de que ce que l'on fait, ça ne se fonde pas seulement sur des sentiments, mais également sur des chiffres, comme par exemple cette déclaration d'impôt. Et donc voilà, c'est la situation actuelle. Et bien entendu, nous travaillons également sur d'autres questions qui ont été mentionnées, comme par exemple la violence liée au genre. C'est vraiment une priorité pour le nouveau gouvernement également. Et puis il y a également ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de débats. C'est un sujet en tant que tel, finalement. Un sujet en même temps extrêmement complexe. Et donc, je ne vais pas m'approfondir sur ces questions pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Les rôles modèles, la législation, les données, l'éducation, l'économie, les budgets, ce qui se passe en ligne ou pas, le niveau national ou international. On a parlé de tout cela et je voudrais m'excuser aux personnes qui sont ici dans la salle qui n'ont pas eu la possibilité de poser des questions, mais je crois que tout simplement nous avons pu voir que lorsqu'on a des membres de panels aussi internationaux, aussi intéressants, qui ont autant d'expérience, eh bien voilà, je crois qu'on peut demander que la prochaine fois on ait plus de temps lors d'une réunion de l'OCDE. Et je voudrais terminer par un poète irlandais qui a écrit un poème pour parler du suffrage universel. Donc nous avons adopté le suffrage universel en 1919, donc c'est à cette époque que les femmes ont pu commencer à voter en Irlande, et le poème a pour titre « Notre avenir deviendra le passé d'autres femmes ». C'était le titre de ce poème. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été, ça a été un privilège comme d'habitude, merci beaucoup. And now we are invited to go back to the plenary, please. Nous sommes invités à repasser en plénière et on aura l'occasion de prendre une tasse de café en passant.